Welcome, everybody. I'm really happy to open this seminar series with a presentation of Balázs Trenzini. As I told you, he is both a fellow at the Wissenschaftskolleg zu Berlin and at the Centre Marc Bloch for these months with a project The Faces of Crisis Towards a Transnational Intellectual History of Europe in the 20th Century. Balázs is professor and head of department of the history department of Central European University, specialist of intellectual history, mainly of Eastern Central Europe, but Europe also in general. To give you just a short insight to his publication, he has published in 2017 with Diana Mishkova an edited volume on European regions and boundary, a conceptual history with Berghahn Books, and in 2 volumes, a very important also collective publishing enterprise, 2 volumes on the history of modern political thought in East Central Europe, published with Oxford University Press. And in this context stands also his reflections on the ongoing COVID crisis. His presentation of today, Regional Context of a Global Crisis, the Politics of COVID-19 in East Central Europe, is the title of the text he has shared with us and wants to discuss with us. The 2 discussants that we have invited, and I thank them also, especially Marc Lazare, who is joining us from Paris. Marc Lazare, who is professor of history and political sociology at Sciences Po Paris, where he's the head of the Centre d'Histoire at Sciences Po. He is a specialist in the history of Italy, mainly of communism, and on the left in general. He has written a lot on populism. It's mainly one of his last publications, together with an Italian journalist, was entitled in French, Peuplocratie, la métamorphose de nos démocraties, a publication that was first published in Italian, if I'm right. Marc Lazare will give his commentary with a different insight on a different region, looking from Southern Europe, mainly Italy, on populist responses on the COVID-19 crisis. And we will open up even further with Leila Derkli, who is a CNRS researcher at the Centre Marc Bloch, currently directing an important ERC project, the ERC project DREAM, about the prehistory of the so-called Arab Spring. She's a specialist of the social and intellectual history in the contemporary Arabic world, with publications like Le Moyen-Orient, fin 19e, 20e siècle, a publication published with Seuil Publishers, and a history of the Near East, Histoire du Proche-Orient, which was published in 2015. So we will have kind of insights from very different regional points of view. I think this is a kind of interest if we look more broadly and trying to analyze the different responses to the ongoing crisis in the different parts of Europe and the nearer regions, with a focus on populist and autocratic regimes. And I think it's very important for us Europeans
both French and the Germans, but all Europeans to understand especially these kinds of regimes and their perception and reaction towards the crisis. So once more, Balázs, thank you very much for your presentation that you will give us today. A presentation for about 15, maximum 20 minutes, and then we will have the two commentaries and then a broader discussion. So the floor is open. Thanks so much, Jakub, for the invitation, and thanks to all who made it in this virtual reality, new virtual reality, to this talk. And I mean it really for a kind of starting of a discussion, and obviously there are many parallel discussions going on, so it's not the only one, but I think it's very important to bring together different regional and methodological perspectives, and I really hope that I will somehow contribute to trigger some discussion. And I'm also very grateful to the two commentators, the official commentators, who took on themselves, Mark and Leila, to give rejoinders. And also there are some Eastern European secret agents in the room, from Diana Miskova to Jean Korminal, Dorota Dakovska. I'm very happy that they are all part of this discussion, and I hope that they will also kind of add to the story, because obviously Hungary is kind of pars pro toto, but definitely not the only possible dynamic in the region. And I think Russia, Poland, Bulgaria, for example, are very interesting contrasts in many ways, sometimes similar, sometimes not so similar. So the other thing I would like to just state in the beginning, that I'm obviously neither an epidemiologist nor a political scientist. So I mean, like, this is not a project about just the political management of the epidemic. It's in a way rooted in my interest, which goes way before this crisis came, in actually the intellectual history of crisis and crisis discourses, and how different political cultures frame crisis and manage crisis. And I thought that if there is a real crisis, as it is, then it makes sense to kind of try to use these instruments to look at what's going on now, and kind of basically turn historical knowledge relevant for the contemporary situation. And I think there is another important caveat, that obviously the situation is changing quite quickly. So many of the things that I wrote down like 3 weeks ago when I finalized this text is already kind of renegotiated, reshaped. I think it's a very dynamic situation. So I think we can also maybe talk about that. And I think probably that's also one of the interesting features, of course, of this real-time dynamics, that it's very hard to kind of create a historical distance, because obviously there is no distance. I mean, it's very much changing day by day even. So what also motivated my paper is that I had a feeling, and that was very clear in the beginning. Now it's probably less obvious, that most of the people who were trying to conceptualize what's going on with Europe and with this COVID situation were obsessed with first of all with the securitization of societies, possible securitization of societies, like how they will trace our mobile phones and how this will remain with us even after the epidemic or the pandemic will go away. And the second thing is that everybody seemed to be very much interested in the kind of macro, the big data, the how this is actually to be grasped in terms of statistics. And I had a feeling that we are somehow paying much less attention to what I try to call in this paper the more mundane things, which are obviously not that minor. For example, constitutions, parliaments, local municipal governments, and all that is somehow more traditional. It's not about the big brother watching us, but it's very much the everyday reality of most societies which try to cope with what's going on, and actually how they are framing their power, reframing their power, and renegotiating their power upwards and downwards. So I thought that that's very important to look at, and I think the Hungarian case showed for me that actually that was much more interesting than looking at who is looking at our mobile phones, because I mean partially because Orbán is not interested in mobile phones so much, so it's actually not really central to the Hungarian dynamic. Now,
What was also an important feature, and I think that was again very much in the beginning, but I think it's still very much relevant, is that how the EU was hit as an institutional setting by what was going on. Like we had, I of course don't subscribe 100% to this, like this ironical statement that I'm quoting in the text, that the first victim of the pandemic was the European Union, but I think it was really very clear that exactly because the level of decision making and the level of crisis management on all possible in all possible contexts, from medical infrastructure to economic measures helping people, but even medical research. For me, this was quite striking that, you know, with all the ERC and with all the European instruments that were built in the last 15 years to kind of support transnational research, somehow so quickly decision making and actually development of medical research went back to national frames. Yeah, so somehow it seemed to me, and I think it still remains with us, that somehow the nation state came back very much, and that we have new concepts. Like the last one I've seen, I think 2-3 days ago, is vaccine nationalism, for example, and that's also quite clear, yes, that there is a kind of retrenchment of the nation state, but obviously it's even more interesting to see what competences the EU is trying to keep, how it is trying to manage, and how, so it's obviously not the death of the European Union, but definitely it's not by chance that political leaders, even the pro-European political leaders, were talking to their own audience, their national audience, and to the citizens of the nation states all of a sudden, and not to European citizens when they addressed their nations. So what I thought I can contribute is taking the Hungarian case as a again, not as a freak show, not as a case of complete otherness, but as a possibility. And this is something that we were trying to argue also in the book that I would show, and maybe Noah can upload the picture. Like we just published before the crisis came, actually in December, a book called Brave New Hungary, which is an edited volume co-edited with János Mátyás Kovács, with 18 contributors, mostly Hungarian, but some of them international. Yeah, there is. Thanks so much for sharing. So this is an attempt to somehow make sense of the system of national cooperation, like the Hungarian regime that emerged after 2010. And it was also an attempt to somehow show that this is not a kind of radical other of the European development, but a possible future, and not very desirable, but possible future, and also how ambiguous this whole discussion about dictatorship. And so, like, there has been this kind of ongoing debate. Okay, where is the red line? Where is the moment when the system becomes already non-democratic? All the debate about illiberal democracy, and we try to show that what are the problems with this discussion. And I think that one of the problems, of course, is that there was always this attempt to say that, okay, there is one moment when it ceases to be democracy, and then it becomes a non-democratic regime, or non-liberal democratic regime rather. But what we try to show is that it's a much more dynamic negotiation that is going on, and kind of trying limits, and always pushing the limits, and always stepping 2 steps ahead and then 1 step back. And I think that was exactly, I think, what came back beautifully in this last couple of weeks in the way Hungarian government was actually handling the situation. If you think that 2 weeks ago, the whole international press was about how one country already became a dictatorship, how the state of emergency was prolonged forever, and how this is already non-European, non-EU standard, and then tacitly Orban took back half of this in the last couple of days, most probably in exchange for being part of the loan or economic help of the European Union being distributed. But of course, and everybody got more or less satisfied that, okay, after all, this is still not this is not yet a dictatorship. But then, of course, in the end, many of the measures that are less visible and are hitting rather the immediate opponents of the government are kept.
So it's a kind of very smart strategy that, like, it made a big fuss, then finally made a compromise. People got more or less happy that after all, yes, you can talk to him. I mean, this is the eternal CDU perspective, that after all, it's better to talk to him than not to talk to him. But then in the end, of course, many of the measures will be kept, and they are very, very smartly tailored to hit certain groups. Now, what is, I think, important to bear in mind, and I think this is something that I would like to mention, is that that there is a kind of very obvious, in a way, attempt to do this kind of prolongation of state of emergency, which, even if it will be lifted at some point, will have a long-term impact, not because Orban doesn't have enough powers without a state of emergency. I think this was also a misreading that was very typical in the international press, that they were kind of reading it as he needs more power. I mean, he doesn't need more power. I mean, he has 2/3 in the parliament. He can basically do whatever he wants. If he wants to legislate tomorrow that all the opposition politicians should, be kicked out from parliament, he could do it. They can fine every person for, like they fined yesterday for 2,000 euros a pensioner who was pushing his klaxon on his car at a demonstration and whose pension is 100 euros per month. But since he was participating in a previous demonstration when he was already fined, he was considered to be a recidivist, so they fined him 2,000 euros. I mean, they can silence, and today there was no demonstration anymore because people said that we don't want to destroy the opposition activists financially. So, I mean, they can do many things without this. But this whole legislation and this whole measure, and this is what I'm trying to argue, is first of all international performance. I mean, Orban wanted to show to his international fan club that he's more efficient. Dictatorship can be more efficient than democracy in handling the situation. And by the way, if you look at Washington Post, they just published overview of some Leiden scholars, one Bulgarian, one Turk, and one Dutch, funnily enough, who argue that actually autocracies in Europe handle the crisis much better. I think it's a complete misunderstanding of the situation. I mean, the fact that the virus arrived to Eastern Europe later is not necessarily an argument that they handled it better. And also, if you look at Turkey and Russia, I don't think there's any reason to argue that these countries handle it in any way better than Germany or Ireland. But it's quite clear that on the other hand, there is a kind of a possible argument to make about quickness of decision making and all that. And Orban clearly wanted to market this. That we can militarize the society and it will be actually good, and he used a lot of military paraphernalia. I mean, like, it's actually started to look like a military junta in some ways, how he visualized his regime. But at the same time, which is also very interesting, I mean, he actually needs this toughness not for the pandemic, but what comes after. And this is what I'm trying to argue in this paper, that the real issue for him is not the pandemic. The pandemic he can handle, and we can hope that he can handle, irrespective of his actual constitutional powers. But what he needs is actually to control the situation when the pandemic disappears, or hopefully disappears, and there will be a huge economic pressure, because he has one very strong constitutive experience, which I think remains with him. And this is what happened in 2010, 2011, when he got to power and he almost had to resign, because at some point it looked like that he cannot manage the economical crisis without European and IMF help. And if this help would have come, then they would have posed conditions, and the conditions would have been exactly to limit his power. So he is very much afraid that there will be a situation that he will need external help, and then they can actually put conditions to his behavior. And I think this is where the solidarity of his protectors in Western Europe would end. Yes, I mean, like, he is not actively ousted by anybody, but nobody would cry if he would leave. I mean, from, let's say, CDU and other Western EPP mainstream politicians. And it's very, very clear that he is kind of trying to make sure that he has enough
leverage when it comes to hit even his own supporters in the aftermath of the crisis, when he will need to actually take resources away from people, then he will be not accountable to that. So it's and I think this is something that we also mentioned in the book quite a lot, and it originally took him Elaine Chapelle, who originally I think discovered this, that this what she called at some point selective austerity. Yes, that like Orban was extremely smart in the early 2010s, and I think he is going to play very similar game after the crisis, that he's using mainstream austerity instruments, basically instruments that are about, if you want, neoliberal instruments about, cutting budgets and stuff like that, except for that they are targeting certain social groups and certain political groups whom he wants to eliminate. So he is actually cutting, let's say, educational expenses, but he is only cutting the educational expenses of those schools whom he considers to be oppositional. Only those directors don't get support who are, and they can really personally target. So by now the system is so well established that they can personally target people with these austerity measures. So rather than some sort of dictatorship, I'm trying to argue here that we are talking about some sort of quite smart program of post-crisis management, and it's actually the crisis discourse is only a paraphernalia of something that will come later. Now, as for the international reactions, I will not go very deep into this because I think this you could follow yourself, that there was a very, very undecided reaction from the European Union. First, von der Leyen was saying nothing, then Vera Jourova surprisingly gave an interview where she said that everything is fine. Then she went to European Parliament to say that nothing is fine. Then Tusk made a comparison to Carl Schmitt. Then Orban got very upset with Tusk and started to make this anti-Tusk campaign, sharing the extreme right or Polish, maybe pro-Russian, maybe Polish extreme right anti-Tusk propaganda in Hungary as well. So all of a sudden we learned in Hungary that Tusk's grandfather was a Nazi and stuff like that. And this was kind of on the national television for days. So, I mean, there was a kind of fake news propaganda against Tusk. I mean, it was very clear that they are kind of trying to hit him, but then also Tusk somehow fell silent, and I think it's not very, very clear again what happens, and it looks like that what happens is what happened in the last 2-3 years, that there is a kind of upsetness, and then behind the scenes there is some negotiation, and then Orban steps back in some ways. I mean, it was not by chance that 2-3 days ago Orban uploaded on his own personal Twitter site a picture where he's talking to Merkel on the Zoom, by the way, so it was very funny. He was just talking to a screen, but it was very clear message that, okay, we are fixing it. And now where I again don't want to go into, and I will leave it to the commentators and also to the friends who join in the meantime. I think how to draw parallels with the other East Central European context and Eastern European context. I had a feeling that the Polish case is interesting, but of course also very, very different. I mean, there is this whole intrigue around the presidential election, and I'm sure there will be discussion about this as well. But it's also very, very clear that for me, what is interesting is that what the Hungarian case shows is not a dictatorship dynamic. It's not what sometimes in the popular press is said about this, but rather it's a story of post-democratic governments, which creates, on the one hand, I mean, which I try to describe that on the one hand creates a constitutional fiction. So it looks like it looks this kind of situation which eliminates basically representative democracy looks completely constitutional. Like every measure they passed is completely constitutional, except for that the whole framework is completely crazy. So like that, but you cannot catch it if you are keeping to formal constitutional measures. Everything is fine, and this is, by the way, a big difference sometimes expressed between the Hungarian case and the Polish case, and that's why sometimes the Polish government is hit more by
European Union instruments than the Hungarian. But then with this kind of emptying out of the liberal democratic institutions is actually, on the one hand, creates a simulacrum of constitutionalism. This is what I'm describing, and simulacrum is a key notion that we try to use also in this book. But at the same time, for the local supporters, it's a kind of simulacrum of a military junta. It's a simulacrum of some sort of completely radical nationalist, integrative, if you want, corporativist, national corporativist system where everything is already, I mean, just imagine that hospitals were subordinated to the military. Every hospital got a military officer who is commanding the hospital. The resources of the hospital are not decided by the doctors, it's decided by the military. But then obviously it's a simulacrum. I mean, these military guys are not able to decide about what hospital instruments to use. I mean, they are just there to kind of create a certain kind of national corporative outlook. And at the same time, you have this dualism, and at the same time, you have basically behind and below this very, very insistent measures to break the neck of all the remaining opposition infrastructures. Most importantly, and this is something that if you want me to make a political comment in the end, and this is quite obvious, it's about breaking the neck of the local governments, which in 2019 November in the election went over to the opposition. Like almost all the big cities in Hungary are now run by opposition mayors. And while this crisis is on, Orbán is doing everything, and there is no European attention to this. Everybody forgot all this discussion about how to support these local governments, which there was an attempt before the crisis in December to create this coalition of free cities, which Hungarian mayor of Budapest, together with the Warsaw and Prague and Bratislava mayors, and also Berlin was involved, were trying to concoct some sort of cooperation in the European Union to kind of differentiate funding from cities and nation states, to prevent the nation states from actually taking away the resources from these cities. But now with the return to nation states as a completely normal politics caused by this crisis situation, I think this is completely forgotten. And the danger is that basically we will have the remaining structures of liberal democracy demolished with basically, again, as usual, no external involvement or no external comment, but a kind of normalization of the situation ex post facto, when it will be already the ruins of any structure that still protects people in one way or another from this kind of let's say emptying out of democracy that I'm trying to describe. So I stop here, and I'm very much looking forward to the comments, and I'm very grateful that we organized this together. Thank you. Thank you very much, Balázs, for this very interesting and talk. Although the things that you describe for the Hungarian case are certainly also frightening from an external perspective. But I give over the word to Marc Lazare for the first commentary. Marc, the floor is open for you. Merci, merci Jacob, tu as souhaité que j'intervienne en français, donc je vais le faire en français. Merci Balázs pour cette présentation et pour ce paper. Je vais, exprimer un point de désaccord, livrer des réflexions sur un pays que je ne connais pas et dont je ne suis pas spécialiste, mais c'est ce que tu as présenté sur la Hongrie. Troisièmement, réfléchir un peu sur la situation française et italienne actuellement, et puis terminer sur les populismes en France et en Italie, puisque ce sont mes domaines de recherche. Alors, mon point de désaccord, Balázs, c'est ton introduction et ce que tu dis sur l'Union européenne. Même si je ne suis pas un spécialiste de la politique de l'Union européenne, je crois qu'il est faux, je dis bien faux, de dire que l'Union européenne ne fait rien ou a failli, failed, sur cette situation de crise. Et je ne suis pas l'ambassadeur de la Commission européenne, hein. Mais d'abord, il faut rappeler que l'Union européenne n'a pas de compétences en matière de santé. Et si elle n'a pas de compétences en matière de santé, c'est parce que les États membres ont refusé
de donner compétence à l'Union européenne sur les questions de santé. Et c'est pour ça que sur la crise du Covid-19, on a eu des différences de politique nationale caractérisées, en tout cas dans un premier temps, pas dans un second temps, par des réactions qu'on peut qualifier d'égoïsmes nationaux. La France et l'Allemagne refusant dans un premier temps de donner des masques à l'Italie, par exemple. Mais quand on regarde ce qu'a fait l'Union européenne, que ce soit la Banque centrale européenne, que ce soit la Commission européenne, que ce soit le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, que ce soit maintenant la proposition Macron-Merkel, on a mis énormément, des millions, des milliards d'euros. On a assoupli les critères de Maastricht, ce qui est à l'unanimité des conseils des chefs d'État et de gouvernement. On a même la Commission européenne, alors qu'encore une fois, cela ne relève pas de sa question, a décidé de créer un fonds de réserve stratégique en matériel médical et elle a mis 140 millions d'euros à la disposition des chercheurs sur les questions du vaccin et des traitements du Covid-19. Alors on peut critiquer, et moi je serai le premier à critiquer les faiblesses de cette politique, ses défauts, ses limites, tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas dire que l'Union européenne n'a rien fait, surtout si on compare avec le temps très long de réaction au moment de la crise financière et économique de 2008. Alors ça, c'est le point de désaccord, mais je crois que ce n'est pas central dans ton propos, mais je tiens à le mentionner. Deuxième point sur la Hongrie. Alors là, j'ai été évidemment très, très, très intéressé par ce que nous a dit Balázs, y compris cette difficulté à caractériser aujourd'hui le régime de Orbán. Démocratie illibérale, régime autoritaire, régime populiste, dictature, et c'est extraordinaire. Et tu as proposé une certaine réponse, et je crois qu'à la différence de la science politique qui aime bien figer les choses, un régime démocratique, un régime autoritaire, un régime totalitaire par exemple, les historiens ont, j'allais dire, le grand mérite d'essayer de comprendre, comme tu l'as dit à plusieurs reprises, des dynamiques et des processus qui font qu'on peut basculer d'un régime à un autre, mais avec en même temps des moments d'incertitude et de résistance. Et sur la résistance, tu as insisté donc sur les forces d'opposition, sur les conseils municipaux, mais la question que je voulais te poser, c'est inspiré des études sur la fascisation de l'Italie dans les années 20. Je ne dis pas du tout qu'Orbán est fasciste, absolument pas. Je ne dis pas du tout ça, mais je m'inspire des travaux de l'historiographie sur le fascisme pour soulever une question que je te pose, qui est la question du consensus. Les historiens sur le fascisme ont très bien montré progressivement comment Mussolini a pu dégager une forme de consensus social et politique. Et donc la question que je pose, c'est de savoir quels sont, en fonction de tous tes travaux, et notamment, je n'ai pas encore eu la chance de lire Brave New Hungary, mais c'est de savoir quelles sont aujourd'hui les catégories sociales qui soutiennent Orbán et comment il les mobilise. Est-ce que c'est par une politique de type clientélaire, des cadeaux socio-économiques, ou est-ce que c'est par des mobilisations de référentiels? Est-ce que c'est par l'exaltation du nationalisme hongrois? Est-ce que c'est par la désignation d'ennemis, les migrants, l'islam, l'Union européenne? Comment Orbán arrive justement à créer ce consensus sociopolitique et auprès de quelle catégorie sociale? En quelque sorte, faire une histoire sociale de cette dynamique du régime d'Orbán avec la difficulté qu'on a actuellement à donner une caractérisation précise de ce régime. Troisième élément de réflexion, c'est ce à quoi m'a invité Jacob, c'est un peu une réflexion sur la situation en perspective comparée de la France et de l'Italie à l'occasion de cette crise du Covid-19. Alors, ce qui me frappe, moi, c'est le paradoxe suivant. Actuellement, quand vous regardez toutes les enquêtes d'opinion que font nos collègues politistes ou sociologues,
ou ce qu'on appelle les sondagistes, on s'aperçoit de quelque chose d'étonnant. Les Français manifestent une très faible confiance à l'égard du gouvernement et à l'égard même de l'État dans la gestion de la crise du Covid-19 et encore plus dans la perspective de l'après-crise. Et les Italiens ont un soutien, affirment un soutien considérable à leur chef de gouvernement, M. Giuseppe Conte, à la présidence de la République, aux institutions générales, y compris les institutions régionales, y compris la région de la Lombardie qui a été le plus touchée par le Covid-19. Alors, historiquement, c'est très paradoxal parce que normalement, on affirme que les Français ont confiance dans l'État et que les Italiens sont caractérisés dans une longue durée historique par une forme de défiance à l'égard de l'État. Alors, comment essayer d'éclaircir ce paradoxe? Comment essayer de comprendre cette situation en quelque sorte à front renversé entre Français et Italiens par rapport à leur État? Dans le cas français, on a des explications conjoncturelles. La crise des Gilets jaunes, entre autres, les manifestations et les protestations sur la réforme des retraites, l'impopularité d'Emmanuel Macron, la détestation d'Emmanuel Macron d'une grande partie de la population française sont un facteur d'explication. L'historien pourrait dire que dans une longue durée, on pourrait développer le raisonnement suivant: les Français affirmant ou ayant une grande confiance dans leur État, et en particulier dans leur système de santé, s'il y a une défaillance de l'État, ce qu'ils perçoivent actuellement, évidemment, cette défaillance de l'État entraîne une suspicion, une défiance considérable à la hauteur de la confiance investie justement traditionnellement dans l'État. Ça pourrait être une explication, il y a encore beaucoup de recherches à faire qui dépassent simplement les explications conjoncturelles. Pour l'Italie, ma réflexion est la suivante, c'est que oui, historiquement, globalement, tous les historiens sont d'accord pour démontrer qu'il y a plutôt une défiance à l'égard de l'État en Italie pour des raisons historiques, le type d'unité italienne, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il y a beaucoup d'explications de longue durée. Mais lorsqu'il y a des situations d'urgence, lorsqu'il y a des situations de crise, les Italiens recherchent des structures de protection. Je vais prendre deux exemples historiques. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Italie est un pays détruit, l'État a quasiment disparu, les structures étatiques se sont littéralement effondrées, et il y a deux grandes structures de protection des Italiens, l'Église catholique et les partis politiques. Et c'est d'ailleurs une des explications sociologiques de la puissance des partis politiques en Italie, ce qu'on a pu appeler la partitocratie, qui n'est pas simplement la puissance des partis dans les institutions, mais qui était la puissance des partis ancrés dans la société. La démocratie chrétienne, le Parti communiste et les autres partis assuraient la protection. Et du coup, compenser la défaillance de l'État. Dans les années 1970, qu'on a appelé, pour aller très très vite, les années de plomb, dans cette grande période de grève, de manifestations, dans cette période de terrorisme rouge et noir, quelles étaient les structures de protection recherchées par les Italiens? L'État qui s'était reconstruit, l'Église, même si elle commençait à connaître une certaine désaffection par un processus de sécularisation, et encore les partis politiques. Plus de 75% des Italiens votaient pour la démocratie chrétienne et le Parti communiste italien à l'époque. Aujourd'hui, eh bien, l'Église a beaucoup moins d'influence, les partis politiques ont perdu aussi, ont connu un immense déclin, et donc la confiance, la recherche de protection explique la confiance à l'égard aujourd'hui de la présidence du Conseil, de la présidence de la République et des différentes institutions publiques. Est-ce que ça veut dire que quelque chose est en train de se transformer profondément en Italie, là encore dans une perspective de longue durée? Je serai très prudent là-dessus. Ce que je sais, en revanche, et ça rejoint le propos préliminaire de Balázs, et là je suis d'accord avec lui, c'est que plus
les Italiens recherchent la protection auprès de leurs institutions publiques, plus ils affirment aussi une sorte de sentiment national qui est extraordinairement fort en Italie aujourd'hui, peut-être fugace, peut-être conjoncturel, mais qui s'accompagne d'un éloignement à l'égard de l'Union européenne. Et on n'a jamais eu aussi peu de pro-européens en Italie. On peut même dire que l'euroscepticisme l'emporte de manière considérable. Dernier point de réflexion pour rester dans le temps que nous a donné Jacob. Quel rapport, quelle est la position, quelle est la situation des populistes en France et en Italie? Alors, je n'ai pas le temps, bien évidemment, de revenir sur la définition que moi, personnellement, je donne du populisme. Je laisse ça de côté. Quand je parle des populistes en France, je parle du Rassemblement national et de la France insoumise. Quand je parle des populistes en Italie, essentiellement de la Ligue de Matteo Salvini et de Frères d'Italie, qui est une organisation post-fasciste. Ils sont très discrets, en fait, durant cette crise. Ou plus exactement, ils critiquent énormément le gouvernement et l'Union européenne, mais dans les deux pays, la France et l'Italie, on ne voit pas une progression des intentions de vote pour ces partis-là. En France, donc, il y a une désaffection et une perte de popularité d'Emmanuel Macron, mais ça ne profite pas, en tout cas d'après les sondages de nos collègues sociologues ou politologues, ça ne profite pas au Rassemblement national et à la France insoumise. Et en Italie, même la Ligue et Matteo Salvini ont perdu beaucoup de leur popularité. Alors, et j'en arrive, Jacob, vraiment à la fin de mon propos, si on ose faire un peu de prospective, puisque Balázs s'y est livré lui aussi en disant, imaginons, on peut essayer d'anticiper, on peut essayer d'imaginer ce qui pourrait se passer. Mais il y a deux interprétations possibles après la crise sanitaire. La première, c'est de dire que les partis de gouvernement en France et en Italie, finalement, vont sortir renforcés puisqu'ils pourront dire qu'ils ont plus ou moins maîtrisé la crise sanitaire, plus ou moins, et que surtout, les populistes auront démontré leur démagogie, leur inconséquence, leur incohérence, et que donc, d'une certaine façon, et certains commentateurs s'y sont prêtés, c'est la fin des populistes. Et il y a une deuxième interprétation qui dit évidemment tout le contraire, c'est-à-dire que ces populistes aujourd'hui ne profitent pas de la situation, mais avec la perspective de gravissimes crises économiques et sociales, ils risquent d'en profiter parce qu'ils vont pouvoir développer des arguments très forts. Un, leur critique de la globalisation et le fait qu'ils ont toujours dit qu'il fallait assurer la fermeture des frontières, et c'est ce qui s'est passé. Et ils vont expliquer que c'est bien parce qu'on a fermé les frontières, comme ils le disaient, qu'on a réussi à régler cette question sécuritaire, parce qu'ils vont critiquer l'Union européenne en disant qu'elle n'a pas fait assez et elle ne fait pas assez, parce qu'ils vont profiter de la situation de chômage, d'inégalité sociale, de diffusion de la pauvreté très prévisible, mais aussi, et je terminerai vraiment là-dessus, parce qu'ils vont pouvoir se présenter comme les meilleurs défenseurs de la sécurité et de la protection, de la nécessité de protéger au détriment des libertés. Et ça, c'est un élément intéressant parce que moi, ça m'évoque un grand livre d'un essayiste italien qui s'appelait Carlo Levi et qui, au moment de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il était antifasciste, a écrit un livre qui s'appelle La paura della libertà, la peur de la liberté. Et on peut se demander si, à la sortie de cette crise, il n'y aura pas justement une attente de plus de protection au détriment des libertés, ce qui pourrait être un argument des populistes. Vous avez compris qu'en énonçant ces deux hypothèses, mais je prends un pari, qui n'est pas mon souhait, mais que c'est la deuxième hypothèse, selon moi, qui risque de l'emporter, c'est-à-dire d'une grande progression des formations populistes en France et en Italie à la sortie de cette crise. Mais là, je prends un risque, évidemment, qui, j'espère d'ailleurs, sera démenti. Merci, Jacob. Merci Marc pour ces commentaires et je laisse tout de suite la parole à Leïla pour enchaîner.
et on aura la possibilité de discuter. Peut-être on donne d'abord à Balázs la possibilité de répondre aux deux collègues rapidement pour entamer après la discussion avec ce qu'on pourrait dire la salle virtuelle. Leila, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir fait cette proposition de commenter. Alors, je suis à la fois ravie et un peu embarrassée parce que je vais sortir à la fois du domaine dont on parle depuis le début de cette matinée, c'est-à-dire de l'Europe, et en même temps de mon champ de compétences assez largement. Mais je vais essayer de vous donner quelques aperçus d'un autre contexte régional qui est celui du sud de la Méditerranée ou plutôt du monde arabe de manière plus générale. Je commence par une réflexion qui est une sorte de sentiment que j'ai eu à la lecture du texte et en essayant de voir comment il pouvait dialoguer avec la situation du monde arabe. Paradoxalement, j'ai trouvé des différences très très fortes, disons, entre ce que vous décrivez à propos de la Hongrie et ce qu'on peut aujourd'hui observer dans le monde arabe. Et ça m'a fait d'emblée me dire que les situations de dictature dans le monde arabe s'étaient véritablement beaucoup, beaucoup transformées. Et donc, on ne pouvait plus, je pense que si j'avais eu à faire cet exercice il y a 10 ans, ça aurait été probablement plus simple. Aujourd'hui, les situations sont quand même extrêmement différentes et divergentes. Et donc, j'ai essayé de faire l'exercice de voir comment se posaient, disons, les deux versants de la question de la crise actuelle dans la région. Alors, quand je dis les deux versions, c'est-à-dire la première, c'est la question de la suspension de l'état de droit sous ses différentes formes, ou son contraire. Donc, on verra que peut-être aussi dans certains cas, et ça a déjà été évoqué un petit peu, d'une certaine manière, on peut affirmer, réaffirmer ou affirmer l'état de droit dans le contexte de l'épidémie. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le second, c'est celui de la crise économique et sociale ou de la récession, voire de la question de la résurgence des émeutes de la faim ou des food riots dans la région, qui, à mon avis, est peut-être celle qui est la plus prégnante dans la région qui m'intéresse. Pour essayer de répondre ou d'illustrer ces questions, je me suis penchée sur quelques exemples qui ne sont pas forcément évidents ou choisis de manière très rationnelle, mais choisis plutôt en vue de la possibilité d'avoir des informations sur eux. Parce que, évidemment, vous l'imaginez bien, je n'avais pas la possibilité de faire de véritables terrains. Donc, il se trouve que il y a des qui sont parus documentés suffisamment pour pouvoir en parler. Le premier, c'est le sultanat d'Oman, qui en réalité a été une sorte d'exemple paradigmatique d'un succès, combat contre l'épidémie qui a été un succès, et qui est intéressant du point de vue de l'histoire politique qui nous intéresse là, puisque le sultanat d'Oman venait de connaître un changement dans la dynastie au moment où l'épidémie s'est déclenchée, puisque le sultan précédent est mort le 10 janvier et que son cousin paternel lui a succédé à la fin février, enfin juste après, pardon, alors qu'à la fin février sont déclenchés les premiers cas de Covid-19. Alors pourquoi est-ce que c'est un exemple intéressant ? Il est intéressant parce qu'il a donné lieu à toute une série de mesures dans un contexte où finalement on ne savait pas trop à quoi s'attendre avec ce nouveau régent, disons, ce nouveau sultan. Ça a donné lieu au déploiement finalement de toute une série de mesures qui ont transformé très largement le pouvoir dans le sultanat. Que ça passe par la création d'un comité scientifique pour la gestion de la crise, comité qui a donc eu la préséance par rapport à des conseils d'inspiration
plus autocratique ou plus religieuse. On peut prendre le cas, enfin, on voit l'exemple par exemple de l'interdiction ou de la fermeture des espaces publics, mais en particulier de la fermeture des mosquées, qui ont été décidées par ces conseils scientifiques contre l'avis d'une partie évidemment des religieux. Alors c'est un tournant très important puisqu'il s'est accompagné d'une sorte de déploiement d'une communication où on insiste sur le caractère, disons, pro-scientifique du nouveau gouvernement du sultanat et sur un affichage, disons, de modernité, en insistant toujours sur une gestion très rationnelle et toujours scientifique de la crise. Donc, prenant un certain nombre de décisions. Les décisions en elles-mêmes ne sont pas très différentes de ce qui a été pris dans la plupart des pays, mais elles contrastent fortement avec la communication, par exemple, du Moufti d'Oman, donc de l'autorité religieuse d'Oman, qui lui, là aussi c'est pas très surprenant, a plutôt accusé évidemment l'impiété et les mœurs dissolues d'être à l'origine de l'épidémie. Donc ce type de contraste-là a été rendu visible, disons, par la politique d'État très affirmée dans son caractère rationnel d'un côté, et la façon dont elle s'est détachée de la politique religieuse, disons. Donc là, on est dans un cas où finalement, avec un gouvernement nouveau, dans une continuité, mais avec un nouveau gouvernant, la crise a été l'occasion. Alors, on ne peut évidemment pas savoir ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu de crise, mais en tout cas, ça a été l'occasion, ça a donné des instruments à ce nouveau pouvoir pour affirmer une nouvelle forme, disons, de gouvernance, ou en tout cas une nouvelle façon d'afficher l'identité du pouvoir et de l'État. Donc, et ça prend des formes que je n'ai pas le temps forcément de développer ici, mais c'est intéressant d'utiliser ce cas, me semble-t-il, pour montrer que finalement cette question de la suspension de l'état de droit, qui est relativement, disons, bien partagée dans l'ensemble des États de la région pour la gestion de cette crise, c'est fait d'une manière un petit peu différente dans le cas du sultanat. Deuxième exemple que je voudrais prendre, c'est celui que je connais mieux, qui est celui de la Tunisie. On est dans un cas qui est finalement assez similaire, même si évidemment, on le sait, la Tunisie est dans un processus de démocratisation depuis une dizaine d'années maintenant. Mais là où c'est similaire, c'est qu'en Tunisie arrivait aussi un nouveau gouvernement, un jeune gouvernement qui se retrouve face à la crise du Covid. Et là, au-delà du fait que, non pas au-delà, d'abord il faut dire que ce gouvernement a pris toute une série de mesures qui se sont avérées relativement utiles, disons, et en tout cas ont permis de juguler assez rapidement la crise, que ça soit du point de vue médical, en mobilisant l'ensemble des personnels soignants, je reviendrai là-dessus, mais aussi du point de vue social, puisqu'il a assez vite décidé la distribution d'un minimum mensuel pour les populations les plus fragiles, et aussi du point de vue des mesures de protection contre le virus, puisque vous le savez peut-être, la Tunisie s'est mise à produire des masques de manière assez massive. Là, elle rejoint aussi les deux pays du Maghreb qui sont mis à produire des masques de manière massive, sont le Maroc et la Tunisie, donc ils sont, disons, sautés sur l'occasion pour affirmer des compétences. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant à observer, c'est que le nouveau gouvernement, ou disons le nouveau régime, si on parle du régime post-révolution, n'a pas réussi, ou n'a pas eu le temps peut-être, mais en tout cas en 10 ans, ce qu'on constate, c'est que finalement les méthodes pour faire face à une crise de ce type-là ne sont pas tellement différentes de ce qui existait du temps des dictatures. Alors, de quoi s'agit-il dans ce cas-là ? Ce qu'on remarque, et c'est vrai que dans ce cas-là, on peut parler de révélateurs. Ces crises sont aussi des révélateurs de ce qui n'a pas été fait ou aurait pu être fait, etc. On voit bien que ces gouvernements, depuis 2011, n'ont pas rompu avec les politiques austéritaires qui étaient favorables au secteur privé,
et n'ont pas pris du tout les mesures qu'il fallait pour réduire l'inégalité régionale dans l'accès au droit à la santé. Donc là, si on regarde les schémas ou l'image de la pandémie en Tunisie, qui a été assez modérée, on voit quand même que les zones, enfin les régions de l'intérieur et les régions du sud ont été très largement défavorisées en termes d'accès aux soins par rapport aux zones littorales et plus urbaines. Et ça a aussi accentué les contrastes entre les systèmes de santé publics et les systèmes de santé privés, alors que le gouvernement n'est pas allé jusqu'à recourir ou à réquisitionner l'offre qui est pléthorique en l'occurrence de soins dans le système privé. Donc on n'est pas allé jusqu'à solliciter le privé, mobiliser le privé pour résoudre la crise. Donc c'est contenter de distribuer des aides ponctuelles aux plus démunis pour résorber les conséquences sociales du confinement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, il n'y a pas eu vraiment, ça n'a pas été l'occasion, en l'occurrence, ni sur le plan de la communication, ni sur le plan de l'action réellement, d'un rééquilibrage entre une sphère privée de la santé qui, elle, est très performante, et une sphère publique qui est de plus en plus, disons, critique et en crise. Ce que l'on voit aussi, et là ça va vers le deuxième point, la question de la crise économique et sociale, c'est qu'en Tunisie est apparu très rapidement, sont apparues très, très rapidement les conséquences sociales de cette crise, et la récession commence à apparaître avec une hausse de l'inflation, des pénuries de produits alimentaires de première nécessité, de la spéculation, et évidemment de la hausse du chômage, l'apparition de tensions sociales dans certains quartiers et dans certaines régions à l'intérieur. C'est pour cela que le gouvernement tunisien s'est empressé très vite de signer un nouvel emprunt au FMI, dans le but de couvrir les dépenses exceptionnelles dans le secteur de la santé, et puis de subventionner des entreprises affaiblies par la crise en demandant, disons, un filet de sécurité. Là aussi, évidemment, cette mesure a été à la fois a permis de respirer, mais elle a été aussi très critiquée, puisque ce crédit engage le gouvernement, sitôt la crise dépassée, à poursuivre les politiques d'austérité, et en premier lieu la réduction de la masse salariale dans le secteur public, c'est-à-dire dans le domaine des services sociaux, et donc y compris la santé. Donc vous voyez bien à quel point ce jeune pays démocratique, disons, se retrouve aux prises avec ce qu'on connaît assez bien, c'est-à-dire ces différentes ces injonctions contradictoires qui lui demandent à la fois d'essayer de soulager la pression de la dette, mais aussi, du coup, avec la dette, finissent par resserrer l'étau qui a été, qui existe depuis, le début, mi-temps des années 80. Donc on est dans cette situation-là en Tunisie. Le troisième exemple, qui sera le dernier que je prendrai, c'est celui du Liban, qui est peut-être l'exemple extrême. Question en termes de rapport à l'État, de l'état de droit et de rapport à la récession. Il faut se souvenir, vous vous souvenez probablement qu'au Liban, l'automne 2019 avait débuté avec ce que les militants là-bas appelaient la révolution d'octobre. Donc le 17 octobre, s'est développée une contestation, s'est installée une contestation de plus en plus forte qui réclamait une démocratie réelle, des libertés, mais qui très vite aussi s'est transportée sur le terrain social pour répondre à des questions de plus en plus urgentes de répartition des richesses, d'accès, etc. Ce qui se passe aujourd'hui, me semble-t-il, situe du coup avec la crise du Covid-19, se situe dans la continuité de la suspension de l'état de droit qui était en cours dans le cadre du containment de ces mouvements sociaux. Alors, ce qui me semble intéressant ici, c'est ce paradoxe-là d'un mouvement social qui demandait de l'État, qui demandait des services publics en particulier, et qui se trouve, réprimé dans le contexte d'une pandémie,
avec une suspension très radicale des libertés, puisque là, mais comme en Tunisie, mais de manière beaucoup plus forte, le confinement s'est accompagné d'un couvre-feu et d'une surveillance policière voire militaire, pardon, très serrée, avec des hélicoptères qui survolent la ville, etc. Mais ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est que ce confinement n'a pas mis de côté les processus en cours durant la période immédiatement précédente, puisque, par exemple, pendant le confinement, les banques privées libanaises ont continué à se protéger, puisque les gens se sont réveillés, disons, sont sortis du confinement pour découvrir que les banques dans les grandes villes avaient été blindées et entourées de protections de béton. On a découvert aussi, on a continué à poursuivre, disons, l'enfermement des comptes bancaires, parce que c'est aussi ça, le confinement au Liban. Il n'est plus possible de sortir son argent, il n'est plus possible de transférer son argent. Et si un certain nombre de personnes ont pu faire évader leurs comptes, d'autres ne l'ont pas pu pour des raisons liées à la pandémie, mais liées aussi à des renforcements des systèmes de sécurité qui ont, par exemple, compliqué la sortie de l'argent du pays pour les chiites, par exemple. Pourquoi je parle des chiites? Parce que la plupart des banques au Liban sont possédées plutôt par des confessions chrétiennes, et les chiites ont souvent leurs comptes plus surveillés, puisqu'ils sont soupçonnés de pouvoir avoir affaire avec le Hezbollah, par exemple. Donc, toutes ces choses, je les mentionne très rapidement, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais c'est juste pour montrer comment les questions sont liées et se trouvent accentuées ou révélées par l'état de pandémie. Donc, l'installation du couvre-feu a aussi permis de briser des manifestations précédentes, mais il a aussi donné lieu à d'autres manifestations que vous avez peut-être pu voir, qui, elles, sont caractérisables directement comme des manifestations des crises de subsistance, disons, des food riots en anglais. Elles se sont produites, et c'est assez frappant, dans les lieux les plus significatifs de la Révolution d'octobre, c'est-à-dire dans les régions sunnites du Nord, dans la ville de Tripoli, où on a vu très très vite des manifestations reprendre, demandant cette fois-ci à ne pas mourir de faim. On disait plutôt mourir du Covid que de mourir de faim. Donc je vais m'arrêter là pour simplement vous dire que ce que je voulais faire, et j'ai évidemment pas les moyens de faire plus, c'est montrer comment, c'est faire dialoguer, disons, ces situations dans le monde arabe avec ce qui a été exposé sur la Hongrie. Moi, ce qui me frappe, c'est de voir comment finalement ces définitions, les définitions que vous construisez sur les transformations populistes de la démocratie font écho à d'autres types dans des États qui sont à la fois des États autoritaires, mais des États où l'État démocratique ou l'État, disons, protecteur n'a sinon jamais existé, en tout cas pas existé depuis très longtemps. Et où finalement, dans certains cas, il s'agit de remettre en place un welfare ou d'essayer de le remettre en place, souvent simplement par la communication ou par un certain nombre de mesures plutôt symboliques. Et dans d'autres, il s'agit simplement de faire le constat de l'absence d'autres solutions pour un État du type Liban ou du type Irak, on aurait pu prendre l'Irak comme exemple, pas d'autre solution que d'imposer une sorte d'état d'urgence radical qui pose pas de questions sanitaires particulières, mais qui permet de juguler les populations et de leur assigner, disons, un enfermement sans poser la question. Et dans ce cas-là, la question qui se pose, ça va être très radicalement et très vite la question de la faim. On pourrait revenir sur cette idée-là, mais c'est vrai que
ce que je vois arriver de plus en plus dans cette région-là, c'est plutôt une résurgence des émeutes de la faim, après, sur lesquelles il faut évidemment réfléchir, mais qui montrent bien que toute une partie de la population ne vit plus du tout de la protection de l'État, ou ne peut plus se suffire de la protection de l'État, et que son économie, qui est une économie en grande partie informelle et parallèle, s'est trouvée complètement mise à bas par les systèmes de protection contre la maladie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Leila pour ces commentaires, qui a ouvert maintenant notre champ de discussion vraiment largement sur des cas très différents. And I will switch back to English as we have thought that it might be better for Balázs that he also answers in English. To that, and I want to ask you, Balázs, to be concise and short in order to give us the possibility to discuss afterwards, and then invite everybody who wants to contribute to the discussion to give me a sign on the chat room that is open with this conference. Balázs, it's yours. Yeah, I will be super short, exactly to leave time for discussion, and I hope that many of my colleagues will and many of you will join. I mean, just to mark a couple of things very quickly. I mean, like about EU, I think we know that there are decision-making processes taking place and all that, but for me it's very important, and I think for European citizens it's also very important that an institution looks like managing things. It's not only whether it is managing, but it's also whether it looks like managing. And I had a feeling that there was a moment when it looked like that it's not managing, and I think that undermines the legitimacy. And having worked on the Habsburg Empire for some time, I know what it means when a system is kind of working, but it doesn't look like working, and what the conditions come out of it. Second, very quickly about what supports this kind of populist regime that I'm describing, to what extent it is socioeconomic, to what extent it's ideological mobilization. I think the most important thing is the fragmentation of the other. So it's not that we are talking about a kind of overwhelming social consensus. I think the most interesting thing is that it's a fragmentation of reality, where all the groups are, both the supporters and the opponents are kind of broken into small groups, and everybody at some point is kind of losing any kind of ontological feeling of being part of a majority, and then it becomes possible to kind of run a relatively aggressive minority look like majority. I mean, like Orban never had a majority in Hungary. None of the elections actually turned out to be majoritarian elections. It's an electoral system combined with a kind of radical mobilization of a minority and the fragmentation of the others. So it's more of that, and we shouldn't forget the incredibly, in a way, lucky economic situation of the last 7-8 years, where Hungary, being dependent mainly on German economy, was actually profiting a lot on being this kind of like cheap working environment where Western investment was coming in, and there was an economic growth that was kind of cementing somehow this otherwise rather shaky regime. And about the populists, just one sentence. I think I also think that the second scenario that Mark was describing is very much a danger, and I think again, returning to the EU, for me, if the EU will not look like keeping some sort of control and keeping some sort of also agency, then it will reinforce even more this populist tendency. So for me, it's very, very important to kind of think about what the EU can do at this point. But I agree with much of what Mark said. And to Leila, I'm very grateful for your parallel story. I mean, of course, it's a very different context. I mean, like when we talk about EU, we talk about a divided sovereignty
Yes, I mean, like Hungary is not a sovereign country the same way as Lebanon or Morocco is a sovereign country, which is for better and for worse. Yes, but it makes a very different dynamics because obviously Hungarian government has to negotiate with the EU, has dependencies, complex interrelationships, and also I think the general picture that you're painting, which basically shows that for these countries, COVID is not the main issue. I mean, there are big issues that are already there, and that basically COVID just fell on them. One additional thing which comes up time to time in the public discourse, but it's clear that the real issues are already there. I mean, this is quite a different situation, of course, with some other countries in Europe where there are no uprisings of hunger in any case in Hungary. So I mean, it's a very different situation, I think, in all possible ways. I mean, it would be interesting to look at, let's say, the European peripheries of the European Union, let's say Kosovo and Bosnia and places like this, to what extent they can be compared to what Leila is describing, but I think it's also not 100% to be described in the same terms. So I'm stopping here, and I'm really very carefully listening to what you will be asking and you will be commenting, because I think it's really, the interesting thing here is really the dialogue and not the monologue part. So I'm thankful for all the comments, and I'm going back to muting myself.